Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. 11 nouvelles se passent dans le passé, 11 autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. La fille de l'étang. Nous sommes dans le passé. À Sparte, jour de cryptille, jour béni où tous les égaux, appelés les homoioi, avaient le droit de vie et de mort sur toute ilote qu'ils croisaient. En général, c'était plutôt le droit de mort qu'ils exerçaient. Spartiate de 14 ans, Furion allait intégrer l'armée chargée de défendre la patrie. On le jugeait trop petit pour son âge, trop maigre pour ses ambitions. Les cheveux gras collés au crâne, il allait pourtant devenir un homme. À la surprise générale, le commandant qu'ils appelaient l'effort l'avait nommé Agélaï. Ce titre, qui lui permettait de diriger une bande de garçons de son âge, augurait d'une carrière prometteuse. Dès l'enfance, il avait suivi avec succès toutes les étapes de la terrible éducation spartiate. Comme ses compagnons, il marchait pieds nus, vêtu de sa seule tunique, et ça durait depuis 2 ans. Afin de les endurcir, on les fouettait à date fixe, on les incitait à voler pour compléter une nourriture insuffisante. Malgré sa vue floue qui l'empêchait de distinguer précisément tout ce qui se trouvait à plus de 10 pas, Furion ne s'était jamais fait prendre. On l'en avait récompensé. Aujourd'hui, comme chaque année, l'effort avait déclaré la guerre à ses esclaves qui cultivaient leurs terres et qu'on appelait ilotes. Les jeunes de sa génération allaient pouvoir faire leurs preuves. Ils avaient reçu non pas le droit, mais le devoir de tuer le plus d'ennemis possible. Il s'agissait d'une sorte de fête annuelle qui portait le doux nom de cryptille. Une jeunesse dorée de souffrances et comblée de privations allait enfin pouvoir faire ses preuves. Parmi ces adolescents, leurs chefs, les Agélaï, étaient les plus excités à l'idée de pouvoir prouver leur qualité de futurs officiers. Pourtant, Furion était amer. Ces hommes l'avaient trahi. Incroyable. Ils l'avaient planté là. Pas un ne l'avait soutenu. Pas un ne lui était resté fidèle. En vérité, il n'avait jamais admis sa nomination. Il est vrai que la nature ne l'avait pas favorisé. Quand il se mettait torse nu, on distinguait ses os. Vision particulièrement encourageante pour tout adversaire qui recherchait le rapport de force. Pour reconnaître ami ou ennemi, il devait attendre que le rimage soit tout près de lui. Furion ne devait donc sa réussite qu'à la ruse. Parce qu'il l'avait d'abord méprisé, ses compagnons ne lui avaient jamais pardonné cette victoire sur lui-même. À leurs yeux, son habileté était de la lâcheté, et sa réussite de la chance. Déjà avant sa nomination, il se sentait seul. Sa promotion n'avait fait qu'accroître cette solitude. Pourtant, quand il leur avait expliqué son idée, tous l'avaient applaudi. Son plan, d'une logique implacable, découlait du plus pur bon sens spartiate. Préparant la cryptille, il avait repéré une jeune ilote qui, toutes les nuits de pleine lune, venait se baigner dans un étang. La capturer sera un jeu d'enfant, expliqua-t-il. On ne doit pas capturer les ilotes, mais les tuer, objecta le plus abruti de ses compagnons. Tapi dans le bosquet, jouxtant l'étang, Furion se remémora cette objection et se reprocha de ne pas y avoir décelé le signe avant-coureur de la révolte. Puis il se rappela la facilité avec laquelle il avait convaincu le groupe de n'exécuter la jeune ilote qu'après lui avoir fait avouer où se cachait le reste de sa famille. Alors, tous l'avaient approuvé dans l'enthousiasme. Au départ de la chasse, ses compagnons avaient même nargué les autres équipes qui partaient à l'aveuglette, sans plan établi. Pour la première fois, il avait ressenti la présence à ses côtés d'un groupe soudé. Ils avaient marché, exaltés, solidaires, en direction du bosquet, où il se trouvait maintenant solitaire. Car la jeune fille, contrairement à son habitude, avait pris du retard, et la petite heure d'attente avait vu s'effondrer la confiance de ses hommes. Être capable de rester patient et inactif avait été au-dessus de leurs forces. « On va attendre longtemps ?» avait d'abord demandé l'abruti. « Si on rentre bredouille, ça nous poursuivra toute notre vie », avait constaté un autre sur qui Furion avait cru pouvoir compter. Il avait essayé de les convaincre en leur expliquant que l'année précédente, lors de la cryptille qui testait l'ardeur de leurs aînés, ils l'avaient vue se baigner. Elle est peut-être morte,
avait observé un qui avait jusque-là eu la prudence de rester silencieux et qui avait senti le vent tourner. « Non, je l'ai vue ici il y a 3 jours, avait menti Furion. Même si elle vient, cela ne nous fera qu'une seule proie, alors que les autres ont déjà dû en exécuter plusieurs, avait conclu l'abruti en portant l'adhésion de toute l'assemblée. » Tout en scrutant l'étang dans l'espoir de la voir arriver, Furion leur avait réexpliqué son projet. En vain. À défaut d'arguments, il leur avait rappelé qu'il était leur chef et qu'il n'avait pas à discuter ses ordres. C'est alors qu'ils s'étaient unis contre lui et l'avaient abandonné. Le pire était que l'effort allait probablement leur donner raison. Sophia frissonnait à l'air du danger. Certes, les vieux lui avaient déconseillé de sortir, en ce jour funeste où tout ilote pouvait être tué pour avoir simplement croisé un adolescent désireux de devenir soldat. Elle était convaincue qu'ils exagéraient. Bien sûr, à chaque cryptie, plusieurs des leurs trouvaient la mort, assassinés par ces petits morveux qui ne méritaient que mépris. Toute l'année, les conversations décrivaient en détail les exactions de ces petits monstres. Mais Sophia n'y prêtait pas attention. Si l'on comparait le nombre de morts dues aux maladies et celles dues à la cryptie, il était plus judicieux de se préoccuper des maladies. Elle avait 16 ans, et ses longues jambes la rendaient invincible à la course, surtout si le physique de son adversaire était encore celui d'un enfant. Et puis, elle appréciait tellement de respirer l'air de l'étang lorsque la lune permettait de s'y mirer. Elle avait attendu que la maisonnée s'endorme pour se glisser par le trou qu'un cochon avait creusé et qu'on ne devait reboucher que le lendemain. Maintenant, elle courait à perdre haleine et songeait amuser à tous ces hommes, 10 fois plus forts qu'elle, qui tremblaient terrés au fond de leur hutte. Le vent s'était rafraîchi et Sophia goûtait à pleine poitrine cette fraîcheur en pensant que demain l'air étouffant la ferait à nouveau souffrir. Voilà pourquoi, débarrassée du poids d'une chaleur oppressante, elle adorait se balader la nuit. On la trouvait fainéante pendant les travaux des champs. Pourtant, s'ils avaient eu lieu la nuit, les autres auraient compris que sa difficulté à supporter la chaleur expliquait son apparente langueur. Preuve en était la rapidité et l'ardeur qu'elle mettait à courir vers l'étang. Que penseraient-ils tous ces valeureux hommes s'ils la voyaient galoper ainsi un soir de pleine lune, jour de cryptie? Probablement la traiteraient-ils de folle. Elle leur répondrait narquoise « Faut bien mourir un jour !» Ils goûteraient à leur tour son franc-parler. Franc-parler que son père, parce qu'il n'avait jamais battu, admirait. Même les Spartiates, pourtant habitués à persécuter les Ilotes, l'avaient toujours laissé en paix. Autrefois, son père avait servi comme fantassin dans leur armée, et leur remettait tous les mois de mai le quota d'orge qu'il leur devait. Aussi les laissait-on en paix, lui et les siens. Sa confiance en sa bonne étoile et une enfance heureuse lui donnaient une beauté qui avait déjà fait tourner la tête à plus d'un garçon. Elle avait résisté, trop soucieuse de sa liberté. Son union avec un ilote la mettrait dans des mains moins tendres que celles de son père, et au sein d'une famille où la douceur de vivre ne constituait peut-être pas le but premier de l'existence. Elle avait souvent eu l'occasion de constater que le sort des femmes ilotes était rarement viable, et que la vie de sa mère était une exception. Son avenir risquait de lui faire regretter son passé, et sa grand-mère avait peut-être raison de lui dire qu'elle mangeait son pain blanc avant son pain noir. Raison de plus pour le mordre à pleines dents. Comme chaque fois que ses pensées l'emmenaient vers l'incertitude, elle respirait à pleine poitrine et accélérait sa course vers l'étang. Les yeux fixés sur l'eau, 2 heures maintenant que Furion attendait la preuve que si ces hommes l'avaient écouté, ils auraient obtenu les meilleurs résultats. Plus il attendait, plus il se persuadait que la jeune fille ne résisterait pas à l'appel de l'étang. Son instinct ne l'avait jamais trompé. Pourquoi le lâcherait-il aujourd'hui? Il soupira à l'idée que le fait d'avoir eu raison ne lui serait d'aucune utilité, si ce n'était la joie d'avoir eu gain de cause. Le regard vague et hargneux, il caressait son arc avec lenteur. Ces hommes partis, il lui avait fallu trouver une position qui lui permettait de surveiller la totalité de l'étang. Il avait trouvé une petite butte qui répondait parfaitement à cette exigence. La lune brillait dans un ciel sans nuages, et ses reflets dans l'eau éclairaient les débuts de la forêt. Le jeune homme observait le tableau que la faiblesse de ses yeux faisait onduler. Soudain, le regard de l'adolescent s'illumina. Il avait eu raison contre tous, une ombre se profilait à 50 pas de lui, c'était elle. Il avait reconnu sa démarche. Elle était là, insouciante du danger dont il était le représentant. Tout à coup, les inconvénients de sa solitude apparurent, et il se rendit compte que l'affaire n'était pas jouée. Manquerait plus que je la rate, songea-t-il.
Il constata qu'il lui était difficile de s'approcher sans faire de bruit, et impossible de tirer à cette distance avec la certitude de l'atteindre. Il n'avait jamais compris comment ses compagnons parvenaient à toucher des cibles éloignées avec leurs flèches. Lui en était incapable. De temps en temps, il avait fait mouche, mais il savait que c'était un coup de chance. « Pointe la cible avec tes yeux !» lui hurlait son instructeur. Que voulait-il bien lui dire? Heureusement, comme chaque fois, Furion s'était adapté à son handicap, à ce qu'il pensait être sa différence. Il avait développé un art de l'approche lui permettant de ne tirer qu'à coup sûr, et ses chefs avaient constaté que s'il était faible sur cible fixe, Furion ramenait toujours beaucoup de proies de la chasse et était très économe de ses flèches. L'adolescent soupira en songeant que si ces hommes étaient restés, l'îlote serait déjà à leur merci. En attendant, il lui était impossible de l'atteindre à cette distance. De plus, la jeune fille avait une tête de plus que lui, et il n'était pas certain de la battre à la course. Enfin, il eut ce sourire triomphant qui plus tard séduirait plus d'une Spartiate. Il vit la belle ôter sa peau de bête, puis pénétrer dans l'eau. Il avait le temps. Sophia avait toujours adoré l'eau. Depuis sa plus tendre enfance, elle fréquentait cet étang. Elle ne se souvenait plus quand elle avait appris à nager, mais savait que c'était dans cette honte qu'il lui avait toujours tendu les bras. Elle fit quelques pas, s'aspergeant d'eau, frissonna et se glissa dans la houle. Quel bonheur, quelle sensation. Dire qu'à quelques centaines de mètres, on s'entretuait. Inquiète, elle regarda la rive. Elle était vide. Elle sourit. Personne n'imaginera un îlote nager ici jour de cryptide. Sophia se demanda pourquoi tout le monde trouvait normal qu'une fois par an, les maîtres s'octroient le droit de les massacrer. Pourquoi les îlotes ne pourraient-ils pas en faire autant? Après tout, eux aussi pouvaient avoir des envies de meurtre. Elle respira longuement et plongea sa tête dans l'eau, histoire d'en chasser ses idées noires. Les maîtres ne lui faisaient pas peur. Plus d'une fois, son père lui avait affirmé qu'à la guerre, il n'était pas plus courageux que les autres. Bien sûr, demain, il faudra enterrer quelques personnes. Une lueur d'inquiétude sur le sort des siens germa sur le front de la jeune fille. Mais son père était fort. Tout le monde le savait. Et ces gosses ne prendraient pas le risque d'attaquer leur demeure. Mais qu'en serait-il lorsque l'auteur de ces jours ne serait plus là? Non content de les avoir réduits en esclavage, de les chasser tels des bêtes sauvages, de les fouetter comme on leur semblait, les Spartiates avaient condamné les îlotes à la pire peine qui puisse exister, l'angoisse permanente. Sophia ressentait cette terreur, même si elle était moins constante que celle qui empoisonnait l'existence de ses compagnons d'infortune. Il lui sembla qu'au fur et à mesure où son corps pénétrait dans l'eau, cette fameuse angoisse s'évanouissait. Le calme de l'étang la calmait. Pourquoi le cacher? Elle ressentait un plaisir physique en s'allongeant dans l'ombre. Nue, elle laissait ses mains parcourir son corps et un tendre frisson la prenait lorsqu'elle caressait certains endroits. Un jour, elle se baignerait avec l'homme de sa vie. Elle l'emmènerait ici et ils avanceraient ensemble. Elle se mit à imaginer à ses côtés l'être idéal. De temps en temps, elle projetait son corps hors de l'eau, se voyant retomber dans ses bras. Maintenant, elle nageait sur le dos, le rêvant à ses côtés. Elle se représentait une main sur sa poitrine, une main qui ne serait pas la sienne. Elle se retourna, regarda le reflet de son visage, ondulé au gré des flots, et crut distinguer un beau visage d'homme, souriant, par-dessus son épaule. Furion aurait aimé pouvoir s'approcher pour mieux goûter au spectacle. Ce n'était pas la première fois qu'il y assistait, mais il avait grandi, et l'îlote pendant ce temps était devenue plus femme et plus attirante. Excité, il glissa jusqu'au buisson au pied duquel la belle avait déposé sa peau de bête. Certain qu'elle s'approcherait ainsi de lui pour la reprendre, il avait tout son temps pour l'observer. Elle s'amusait à s'approcher, puis à s'éloigner du bord. Lorsqu'elle était près de la rive, Furion la distinguait presque parfaitement. Il était troublé et choqué. Quelle indécence! Jamais une Spartiate ne se serait comportée avec une telle impudeur. Décidément, ses esclaves n'avaient aucune tenue. Il avait du mal à accepter son attirance et considéra justifier cette haine qui l'envahissait. Un moment, il songea aux autres qui devaient multiplier les victimes. Qu'importe. Il n'en aurait peut-être qu'une, mais elle prouverait que sa stratégie était la bonne et qu'il aurait fait un bon officier. Finalement, c'est à cause de cette fille qu'il se retrouvait habile, sans pouvoir en récolter les fruits. Sans cette idiote, il aurait conduit sa bande de manière classique et en serait toujours le chef. Puis il observait, puis il la haïssait. Ce qui l'irritait par-dessus tout était son insouciance.
En danger de mort, elle s'amusait à prendre les poses les plus provocantes. Il aurait tellement voulu qu'elle ait peur, qu'elle sache qu'il était là, lui, le justicier, qui allait la punir de sa désinvolture. Un moment, la belle se mit à faire la planche. Une perspective visuelle différente ébranla l'adolescent qui n'avait jamais vu une femme sous cet angle. Quelques secondes, il se sentit faiblir. Était-ce juste de l'éliminer? Très vite, il se reprit. Si la cryptie existait, il devait y avoir une bonne raison. On leur avait bien expliqué que si les ilotes devenaient trop nombreux, ils deviendraient vite menaçants. Une fille comme elle serait capable d'enfanter une multitude de petits. Tout le monde savait que les ilotes, incapables de la moindre discipline, avaient une sexualité débridée et se reproduisaient comme des lapins. En plus, elle savait que c'était ennemi de Cryptie. Son père lui avait sûrement interdit de sortir, et elle avait désobéi. S'il était capable de résister à son père, elle n'hésiterait pas à braver l'État, et éleverait des enfants susceptibles de se révolter. Il se représenta alors le danger qu'elle constituerait pour la société. Heureusement, il était là. Sophia commençait à être un peu fatiguée. À l'instant même où elle fit cette constatation, elle ressentit un léger frisson et se dit qu'elle allait prendre froid. Il était temps de rentrer. Elle sortit de l'eau, glissa sa main le long de son corps afin d'en ôter le plus de gouttes possible avant de remettre son vêtement. Vêtement que Furion ne quittait pas des yeux. Il n'était plus temps de penser, il fallait agir. Lorsqu'il la vit s'arrêter, il se demanda si elle ne l'avait pas repéré. Il se rassura quand il l'aperçut promener sa main sur toute la surface de son corps. Ses ilotes avaient décidément de drôles de mœurs. Il la vit hésiter et crut un moment qu'elle allait replonger dans l'eau. Non mais elle sort ou elle reste, pensa-t-il. Puis il la regarda marcher dans l'eau en veillant à ne pas s'éclabousser. Arrivée sur la terre sèche, elle s'arrêta et lorgna dans sa direction. L'aurait-elle enfin aperçu? Il sourit, car il était trop tard. Puis, comme il l'avait déjà fait 100 fois lors des exercices, il bondit au-devant de sa victime, arc armé et tendu. Il s'attendait à ce qu'elle fuie et s'était préparé à lui tirer dans le dos. Mais la jeune fille, restée immobile, l'observait de la tête aux pieds. Son regard était celui d'une grande personne, dévisageant un enfant. « Bonjour, lui dit-elle, avec une sorte de sourire. Il posa sa tête contre le dessus de l'arc. Si quelqu'un avait pu voir le visage de Furion, il y aurait discerné comme une sorte d'angoisse. Il s'en rendit compte et observa ses mains, elles tremblaient. Tout à coup, il sentit la jeune fille esquisser un geste et, presque sans qu'il s'en rendît compte, ses doigts lâchèrent la corde et la flèche alla se glisser dans la cuisse de sa victime. Le choc la fit tomber. Elle voulut se relever, mais il était déjà sur elle. D'un coup de pied, il la retourna sur le dos. Elle le fixait, immobile. Lui n'osait pas la regarder. Tout à coup, il sentit ses mains trembler. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Sophia. Et toi » Furion. Pourquoi avait-il entamé ce dialogue? Il ne le sut jamais. Il ne comprit jamais non plus pourquoi la jeune fille avait répondu si naturellement. Furion pouvait maintenant détailler toutes les parties d'un corps qu'il avait l'impression de connaître depuis toujours. Il constata qu'elle respirait très fort. On pouvait distinguer clairement les battements de son cœur. Il s'aperçut ensuite que le sien battait pareillement. Elle étira la jambe pour atténuer la douleur. Il vit sur son visage un air navré qui semblait vouloir dire « ça fait mal ». Il la regardait hébétée. Encore un peu, il la laissa attendrir. Elle avait un joli visage qui lui souriait. Elle le regardait avec des grands yeux clairs. Désireux d'éviter ce regard, il fixa ses seins et apprécia leur rondeur. Subitement, il eut envie d'elle. Sa tunique était courte, il n'aurait même pas à l'enlever. De plus, la jeune fille, persuadée de mourir, se serait sûrement montrée docile, guidée par l'espoir de sauver sa peau. Malheureusement, n'ayant jamais connu de femme, il se sentait incapable de la prendre comme ça. Son arc l'aurait encombré. Or, le règlement était formel. Au combat, il ne fallait s'en séparer sous aucun prétexte. Et Furion était au combat, même si son adversaire essayait de le lui faire oublier par ce sourire qu'elle conservait malgré la douleur. D'ailleurs, ce sourire lui apparaissait maintenant comme une sorte de défi à son hésitation. Elle avait dû s'apercevoir qu'il doutait. Elle devait le considérer comme un faible, comme un enfant. Nul doute que si elle avait fait partie de sa bande, elle aurait partagé l'opinion des autres et serait partie avec eux. Voilà ce à quoi il pensait, alors qu'elle continuait à lui sourire, tentant de l'attendrir. Elle aurait dû être effrayée, hurler, mais non! Elle se sentait supérieure à lui. Ses yeux le narguaient. Ça ne pouvait durer. Il allait lui montrer. On allait voir qui il était. Il visa le cœur, facile à repérer tellement il battait. Un cri accompagna sa flèche. Il ne sut jamais si c'était lui ou elle qui l'avait poussé. Il s'approcha et vérifia, comme le lui avait appris, que la jeune fille était bien morte. Il ressentait une impression de puissance difficilement exprimable. En voulant vérifier que son cœur ne battait plus, il effleura sa poitrine et se troubla.
Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, de la perfidie des ilotes qui, même morts, continuaient à nuire. Presque fier, il se releva, prit la peau de bête de la belle et la lui projeta sur le bas-ventre. Elle devait mourir, telle était sa destinée. Sans lui, un autre l'aurait abattue. Il n'avait été rien d'autre que la main du destin. Tel était le chemin qu'il fallait prendre pour devenir un homme. À la lumière de la lune, de petites vagues quittaient l'étang pour venir mourir aux pieds de Sophia, dont le visage fixait la lune sans la voir. Furion quitta l'endroit sans un regard pour sa victime. Demain, il intégrerait l'armée spartiate. Il y entrerait comme simple soldat, car revenu au camp, il rencontra l'effort qui, ayant approuvé la révolte de ses hommes, lui dit « C'est tout ce que tu as à ton tableau de chasse ?» Toute sa vie, il serait celui qui, la nuit de la Cryptide, avait seulement été capable de tuer la fille de l'étang.